Je voudrais commencer par remercier les organisateurs du congrès de m'avoir invité, et en particulier Laurent Delaunay qui m'avait appelé. Alors, vous voyez qu'on sort complètement du cadre de l'utilisation en loco-régional ou pour le guidage, l'éco-guidage pour la ponction vasculaire. Moi, je suis un ancien de la chirurgie cardiaque, donc j'ai fait essentiellement de l'échographie cardiaque, mais j'apprends qu'il y a des nerfs et donc je me sers aussi de tout l'enseignement que qu'on peut partager ensemble. Et le cœur finalement, on peut l'apparenter à une maison qu'on va essayer de voir à l'intérieur, mais en passant par l'extérieur. On a une voie externe, c'est le transthoracique, et on a, alors avec pas mal de contraintes et de limites dans l'abord et la réalisation de l'examen, et puis surtout des données que ça peut apporter, et puis on a la possibilité via l'œsophage, via les apports technologiques, parce qu'on a vu l'évolution depuis les années 85-90, de passer dans l'œsophage avec des sondes et on est complètement au contact du cœur et on va avoir des informations qui sont complémentaires et le but de la présentation est donc de vous montrer l'ensemble des avantages de l'échographie transœsophagienne en sachant qu'il n'est pas du tout de mon but de vous opposer le transthoracique et le transœsophagien puisque le message c'est clairement ce sont des choses qui sont complémentaires mais effectivement il faut savoir ce que l'un et l'autre s'apportent. Alors, pour qu'on puisse parler davantage à l'échographie transœsophagienne, il faut bien entendu que ce soit un examen qui soit sûr en termes de safety pour le patient. Il faut donc, je rentrerai pas dans les détails, ce serait beaucoup trop long, c'est pas un cours d'échographie que je vais vous faire. Il faut donc avoir une technique appropriée, c'est-à-dire connaître la mise en place de la sonde, connaître très très bien les contre-indications relatives ou formelles et pouvoir peser la balance bénéfice-risque pour le patient, c'est-à-dire est-ce qu'on a suffisamment d'éléments en transthoracique ou par d'autres éléments d'imagerie sur un malade qui aurait une contre-indication à le transœsophagien, auquel cas on va pas le faire. Et puis bien sûr également un certain nombre de précautions lors de la réalisation de l'examen, combien de temps je vais laisser la sonde, ne pas la laisser béquer, donc pour pas faire de lésions au niveau de l'œsophage. Moyennant quoi, si on applique ces précautions, eh bien les complications sont rarissimes, je rentrerai pas dans le détail, mais à l'heure actuelle, pour les complications graves, c'est moins de 1 pour 1000. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Là non plus, je vais pas prendre dans le détail l'ensemble des contre-indications absolues ou relatives à la réalisation de l'examen par voie œsophagienne. Globalement, il faut retenir que toutes les pathologies graves œsophagiennes, en tout cas aiguës, sont des contre-indications à l'utilisation de la voie œsophagienne et qu'en tout cas, si on décide, dans les cas un petit peu limites, il faut certainement que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude de mettre en place la sonde et qui soit très très précautionneux car effectivement, ça peut donner des catastrophes. Alors, avant de vous montrer les images, puisque le but du jeu, ça va être de vous susciter l'envie d'en faire, pour bien comprendre les avantages potentiels de l'échographie transœsophagienne, il faut garder à l'esprit que en transthoracique, du fait qu'on est gêné par les structures osseuses, par les structures graisseuses quelquefois, par un poumon un petit peu distendu, on peut avoir des difficultés, et je vous montrerai simplement sur une diapositive un petit peu plus après, qu'on n'a que 4 fenêtres en transthoracique, et donc si on a pour une raison X des gènes, vous voyez que la visualisation va pas être très facile. On utilise des capteurs de basse fréquence en transthoracique avec une résolution qui est moins bonne, et on verra notamment que dans l'indication de l'endocardite infectieuse, pour des petites images, des petites végétations, il y a une différence physique dans la visualisation par transthoracique ou par transœsophagien. C'est ce qui fait un des gros avantages de la voie œsophagienne. Encore une fois, on a un contact direct entre la sonde et l'œsophage et le cœur, et donc on va être vraiment au contact des structures cardiaques. Alors, toutes ces contraintes physiques amènent finalement à 3 grosses, schématiquement, indications de l'utilisation de l'ETO par rapport à l'ETT. C'est quand on voit pas bien par voie transthoracique et qu'on a envie de répondre à la question pourquoi le patient est mal sur le plan hémodynamique, on va effectivement essayer de se mettre dans des conditions où on va voir chez le BPCO, chez le patient qui a des drains, chez le patient qui est ventilé, emphysémateux, on voit pas toujours très bien et si on répond pas à la question, s'il n'y a pas de contre-indication, il faut pas se priver de la voie œsophagienne. Le deuxième grand mode d'indication, c'est au bloc opératoire. Par définition, quand on est au bloc, le malade dort, on n'a pas accès à la voie transthoracique. Là, il y a tout un tas de chirurgies majeures.
Je reviendrai sur quelques exemples de chirurgie cardiaque, je vous dirai ce qu'il faut en penser. Mais bien entendu, là, l'ETO doit être très très facile. Ou pendant certaines procédures, je pense à certaines procédures par exemple en cathétérisme interventionnel, en cardiologie interventionnelle, bien entendu, ça c'est une place majeure de la voie œsophagienne. Et puis, vous avez des indications diagnostiques, c'est-à-dire le malade vient avec une question, que ce soit en cardiologie, plus ou moins aiguë, ou en réanimation, ou en traumatologie, et vous avez là des indications à visée diagnostique, qui sont des indications que je vais pas vous faire le catalogue, et je vais pas pouvoir en 30 minutes montrer des tas d'images sur toutes ces indications-là, mais il est évident que là, la place de l'ETO a grandi, avec l'apport en plus de nouvelles sondes, de nouvelles technologies, on voit de mieux en mieux. Et donc sur la pathologie aortique, que ce soit les dissections ou de l'autre côté sur l'aorte thoracique descendante au niveau des ruptures de l'isthme, que ce soit pour l'abord de l'oreillette gauche, l'auricule, on est vraiment au contact de l'oreillette, donc là on est comme chez soi, alors qu'en transthoracique, eh bien c'est très loin, donc ça on voit quand même beaucoup moins bien. Pour, par exemple, un contrôle de prothèse valvulaire mécanique, mitrale, il n'est pas question de se cantonner à la voie transthoracique. Je rentrerai pas dans les détails, je vous montrerai simplement un exemple qui illustre bien ce genre de problématique. Et puis dans l'encardite infectieuse, alors là c'est vraiment une des places également majeures de l'échographie transœsophagienne. Et puis également, mais là c'est de la cardiologie, donc je ne vais pas vous embarrasser avec ça, dans la faisabilité de certaines procédures, avant par exemple une plastie mitrale ou avant une plastie aortique, eh bien très souvent les malades ont, pour voir si oui ou non ça va être faisable, facile ou pas, et guider le geste en préopératoire, ils ont des transœsophagiens. Alors, il faut pas enterrer le transthoracique, bien entendu. Ça fait partie de la première étape indispensable. Un malade qui va pas bien en réanimation, la sonde transthoracique, c'est on allume l'appareil et il y a même des procédures d'urgence pour avoir l'image tout de suite et on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions immédiatement. Donc c'est jamais invasif, ça c'est clair. C'est rapide, on a très souvent la réponse aux questions majeures en réanimation. Est-ce que c'est une tamponnade? Est-ce que c'est une dysfonction biventriculaire, ventriculaire droite, ventriculaire gauche? On peut faire quasiment des diagnostics de quasi-certitude sur des signes droits aigus et une dilatation ventriculaire vis-à-vis de l'embolie pulmonaire. On peut visualiser les plèvres. Donc on a plein d'éléments déjà en transthoracique. Par contre, si on n'a pas la réponse à la question, il faut passer en transœsophagien parce que, bien entendu, on a beaucoup plus de possibilités en transœsophagien. Et donc, gardez à l'esprit que ce sont deux modalités qui sont complémentaires. Alors, il y a des fois, on peut pas faire l'un parce qu'on voit rien, le TT, quelquefois. Il y a des fois, on peut pas faire l'autre, le transœso, parce que le malade a été opéré de l'œsophage. On va faire avec ou sans, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de complémentaire. Alors juste pour schématiser ce que je viens de vous dire, c'est que le transthoracique, il n'y a pas photo, on n'a que 4 voies possibles. On a la voie parasternale, grand axe ou petit axe, on a le couple sur le ventricule gauche en transverse. On a la voie apicale, mais vous voyez qu'on peut être gêné par le poumon et donc la fenêtre, elle est quelquefois très très réduite, pas facile à trouver chez les patients ventilés, c'est pas très facile. Et puis on a la voie sous-costale qui est souvent bien pratique, notamment si on veut chercher une tamponnade, on peut avoir la réponse tout de suite. Pas toujours, mais souvent on a la réponse à la question. Et ça, c'est du domaine de la médecine d'urgence pratique. On va aller très vite et on gagne du temps avec l'échographie. Par voie œsophagienne, on a accès via la proximité entre l'œsophage en jaune ici et puis les structures cardiaques ou l'aorte et notamment l'aorte thoracique descendante. On a accès à tout un tas d'images et de positions, d'accord? Je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, ce serait beaucoup trop long. On peut être en haut dans l'œsophage, on peut avoir des coupes médio-œsophagiennes avec pas mal de plans parce qu'on a non seulement différentes positions, mais en plus, depuis les années 85-90 où non, on a commencé avec du monoplan, puis on était content, on est passé en biplan, 0, 90 degrés, et maintenant, de 0 à 180 degrés, on peut regarder tout et n'importe quoi, c'est extraordinaire, avec en plus la possibilité de faire du Doppler, et de bénéficier en transœsophagien de toutes les modalités de Doppler qu'on peut avoir en transthoracique. On peut descendre jusqu'à l'estomac, et ça c'est la coupe que vous connaissez bien en transgastrique médian sur le ventricule gauche, mais c'est une des données qu'on peut avoir, mais bien entendu pas la seule, et puis on peut aller encore plus loin en étant encore une fois prudent. Alors,
Vous imaginez bien que quand on voit ces différents endroits où on peut s'arrêter avec la sonde et quand on peut faire de 0 à 180 degrés, on va pouvoir explorer l'ensemble du cœur, des veines pulmonaires, de l'aorte, thoracique ascendante, thoracique descendante, et on va avoir la veine cave sup, quelquefois un peu la veine cave inf. On va avoir accès à tout un tas de de structures et pouvoir explorer et répondre à un certain nombre de questions. Alors bien entendu, je ne vais pas vous faire le catalogue, hein. On peut rester dans l'œsophage assez haut, avoir une vision des 4 cavités, on peut faire une exploration de la mitrale de façon très très précise, on peut descendre un petit peu, on peut voir très très bien l'aorte thoracique ascendante, la valve aortique, donc tout ça, avec un peu d'habitude, on y arrive très très bien. Finalement, c'est comme quand on est passé de la sonde monoplan, biplan et la multiplan, c'est comme quand on apprend à conduire. Au début, on est là, on est obligé à réfléchir. On regarde où sont les pieds pour voir si on est sur l'embrayage. Et puis, il y a un matin, on regarde plus ses pieds. C'est pareil en transœsophagie, en multiplan. Il y a un moment où vous avez la schématisation dans l'espace. C'est comme vous pour la LR, quand vous avez de l'expérience. Moi, au début, ça me paraissait très très abscon. Mais au fur et à mesure, on y arrive sans problème. Et puis, donc, on pourrait multiplier, mais je vais pas le faire. Il y a vraiment une tonne de possibilités d'exploration. Alors, juste pour illustrer que le fait qu'avec les progrès technologiques, on peut aller beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire avant, il y a des modalités, quand vous disposez des modalités 3D, ce qu'on appelle le X-plan, qui permet d'avoir sur la même image 2 images bidimensionnelles à 90 degrés. Alors ça, pour explorer la valve mitrale, c'est extraordinaire. Ça simplifie la vie. Quand on veut localiser, par exemple, un prolapsus pour un chirurgien en préopératoire, vous avez l'image de gauche qui est ici, par exemple, en 50-60 degrés, donc sur une coupe bicommissurale. Sur l'image de droite, qui est figurée sur l'écran ici à droite, vous avez à 90 degrés une image, d'accord, qui est donc là en grand axe. Vous avez de la petite valve mitrale, le feuillet antérieur, la valve aortique, et puis en fait, cette coupe-là, on peut la faire passer soit ici au milieu du cœur, mais on peut la décaler avec le trackball, on peut partir d'ici, explorer la partie postérieure, la partie médiane, et la partie antérieure. Vous voyez que là, on a un jouet depuis 2-3 ans qui est extraordinairement précis pour la localisation de la mitrale. On gagne beaucoup de temps et on gagne beaucoup en précision. Alors, on gagne également aussi dans les cas difficiles à utiliser le 3D. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Le 3D, par exemple, sur la mitrale, c'est comme si on visualisait la mitrale vue de l'oreillette gauche, comme un chirurgien qui ouvre la face latérale de la mitrale, et on voit le feuillet postérieur, ici avec un gros prolapsus et une rupture de cordage. Je l'ai pas mis en cinétique pour des problèmes, je voulais être certain que ça marche. Et puis ici, une désinsertion de prothèse mitrale. Là, c'est pareil, on est dans l'oreillette gauche, on s'est mis un petit peu sur le côté, on peut faire ce qu'on veut pour aller voir d'où on veut. Et vous voyez que là, vous avez l'anneau de la prothèse et une désinsertion qui prend quasiment 2/3 de la circonférence. Ça, c'est bien sûr une aide colossale pour le diagnostic, la précision et la faisabilité, par exemple, de certaines fermetures percutanées de désinsertion. Alors maintenant, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quelles sont les informations qu'on peut avoir, vous voyez qu'à toutes les cases, on va avoir des informations excessivement précises sur les valves, les prothèses, le péricarde, le myocarde, tant en termes de cinétique globale que segmentaire. Je vais simplement vous montrer quelques images caractéristiques. L'aorte thoracique ascendante et descendante. Et puis également, ce qui nous intéresse au bloc opératoire, alors c'est pas forcément du monitorage, parce qu'on va pas forcément laisser une sonde pour un malade, mais c'est surtout la visée diagnostique, face à une situation qu'on ne comprend pas très bien. On a une idée de la précharge ventriculaire, on a éventuellement, parce qu'on peut mesurer un équivalent de VES, ça parle à l'intégrale temps-vitesse, on peut voir si le malade va répondre ou non au remplissage. Et puis, on peut également, par exemple, voir des obstacles intraventriculaires gauche chez des malades qui ont de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, il est évident que dans ce genre de situation, au bloc opératoire, vous avez une situation hémodynamique que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à utiliser l'échographie par voie œsophagienne. De toute façon, la transthoracique vous sera interdite de par l'utilisation au bloc opératoire. Alors, j'ai simplement illustré 2-3 situations cliniques où là, il y a des recommandations de grade 1 pour l'utilisation de l'ETO, et puis après, je vous montrerai des situations de terrain aussi, avec des images souvent assez belles, qui illustrent bien que, soit de façon systématique, notamment en chirurgie cardiaque, soit de façon très systématique, dès que le malade va pas bien, il faut avoir accès à l'ETO. Alors, pour l'échographie en matière de diagnostic et de prise en charge des endocardites infectieuses, il y a plusieurs intérêts. Un intérêt diagnostique,
puisque même vous connaissez les critères de Duke, et maintenant les critères échographiques font partie des critères majeurs de Duke dès qu'on a des végétations, donc c'est un apport fondamental. L'évaluation de la sévérité et du pronostic, et donc c'est une aide à la décision, je ne vais pas rentrer dans les détails, et une aide à la réalisation de la chirurgie, donc quand il faut y aller et comment il faut y aller, donc et là on verra que c'est l'OTO qui est l'élément déterminant. Ampère opératoire pour ce que les anesthésistes en réanimateur vont utiliser en paire opératoire, et puis, mais je rentrerai pas dans le détail sur le suivi sur le sous-traitement. Alors, quelques exemples des éléments diagnostiques que on peut avoir avec l'échographie, et on voit beaucoup mieux en transœsophagien qu'en transœso. Vous avez ici une énorme végétation dans la voie sous-aortique, enfin au niveau du ventricule gauche, donc c'était une endocardite aortique. Donc là, il n'y a pas photo, hein, vous avez le diagnostic. Là, il est évident qu'avec cette taille-là, on l'aurait eu en transthoracique. Vous allez me dire là, mais de toute façon, je vais vous montrer l'algorithme d'utilisation de l'échographie dans l'endocardite infectieuse. L'ETO a une place majeure. On peut voir des abcès, et les abcès sont difficiles à voir en transthoracique. Vous avez ici une coupe en 120 degrés avec le ventricule gauche qui est là, l'oreillette gauche qui est là, le feuille antérieur de la mitrale, une grosse végétation sur la valve aortique, et puis ici sur la partie postérieure de l'anneau, donc pas très facile à voir en transthoracique, vous avez un abcès, et qui est un élément aussi pour aller vite à la chirurgie, parce que manifestement le processus est très délétère. On peut voir également des anévrismes de la, regardez, vous avez ici l'aorte, une grosse endocardite infectieuse sur la valve aortique avec des végétations, et puis une lésion de jet avec le feuille antérieur qui est complètement soufflé par le processus, la régurgitation et le processus endocarditique. Donc ça, on voit très très bien en transœsophagien. Et puis on voit des perforations également, donc tout ça, sans rentrer dans les détails, bien entendu, c'est l'apanage de l'ETO. Quand on compare la sensibilité des deux méthodes, transthoracique et transœsophagienne, on voit que pour ce qui est de la sensibilité de l'ETT, elle est très insuffisante pour un diagnostic qui devient urgent avec un traitement urgent. Vous voyez que on est aux alentours de 50%, c'est donc totalement inacceptable. Par contre, l'ETO, on dépasse les 90% de sensibilité. Et en particulier, lorsqu'on a une endocardite sur pacemaker ou sur défibrillateur, quand on a des endocardites sur prothèse valvulaire, ou quand les végétations sont petites, puisque je vous ai dit que la résolution en transthoracique était moins bonne qu'en transœso. Donc là, tout ça, c'est l'apanage du transœsophagien. Et maintenant, si on revient aux recommandations de l'utilisation de l'échographie dans la prise en charge de l'endocardite, dès que vous avez une suspicion clinique d'endocardite, on commence par un transthoracique, ça c'est, en général, c'est le cas. Et il n'y a qu'un seul cas où on va se satisfaire du transthoracique, c'est dans de bonnes conditions, on voit bien, c'est négatif, et on avait une suspicion clinique qui était faible, là on peut s'arrêter. Dans tous les autres cas, eh bien, on va aller vers le transœsophagien, c'est-à-dire soit vous avez des conditions dont on sait que l'échographie transœsophagien fait mieux, prothèse valvulaire, matériel intracardiaque, mauvaise échogénicité du patient, ou si vous avez des végétations, donc un diagnostic posé par le transthoracique, et bien de toute façon, le bilan va être complété en transœsophagien. Donc là, vous voyez que le transœsophagien a un rôle majeur. Et si vous avez une forte suspicion clinique d'endocardite infectieuse et que l'échographie transthoracique ne montrait rien, eh bien on va quand même aller au transœsophagien. Donc vous voyez, il y a plein d'indications, et l'ETO pour l'endocardite, c'est un élément incontournable. Une autre illustration d'une pathologie où là aussi l'ETO a un rôle majeur. Si on regarde le cahier des charges d'une modalité diagnostique de la, dans le cadre de la dissection de l'aorte, il faut que ce soit utilisable 24-24, au lit ou en réa ou au bloc, qu'il y ait une performance diagnostique de quasiment 100%, il n'est pas question de rater un diagnostic de dissection de l'aorte, et puis il faut, si possible, avoir des informations pour les options thérapeutiques que le chirurgien va avoir. Et sans rentrer dans les détails, quand on compare les données diagnostiques de l'ETO, du scanner ou de l'IRM, eh ben c'est à peu près la même chose. Et dans la discussion de ce vieux papier, mais qui était remarquable, finalement ils insistaient sur 4 points essentiels qu'on connaît déjà. Ce qui compte, c'est la disponibilité immédiate de la réalisation de la radiologie ou de l'ETO. Le temps, c'est de la mortalité, donc tout temps perdu, les patients vont disparaître.
Il y a une disparité de l'expérience, donc si vous avez quelqu'un qui ne sait pas bien faire de l'ETO, c'est sûrement pas lui qui va décider de s'il y a ou pas une dissection de l'aorte. Et puis, si on a, comme pour l'endocardite, une haute probabilité clinique avec un premier test qui est négatif, on va faire un deuxième test. Quels sont, sans rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer 2 images après. Quels sont les enseignements donc de l'ETO dans la dissection de l'aorte. Vous avez à la fois des enseignements à titre diagnostique et également des enseignements à titre de prise en charge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là c'est vraiment de la chirurgie cardiaque. Vous avez ici une patiente qui avait, regardez, un volumineux anévrisme de l'aorte thoracique ascendante. On voit un flap ici. La valve aortique n'était pas touchée par la dissection de l'aorte. C'est une patiente qui avait présenté brutalement un état de choc avec une douleur thoracique. La même patiente en haut à gauche, vue de façon transverse, vous voyez le vrai chenal qui se réduit ici à très très peu, donc on comprend que la patiente ne soit pas bien, ce d'autant qu'il y avait un épanchement péricardique. Et à droite, vous avez un patient qui était rentré dans la maladie par une violente douleur thoracique qui avait duré quelques secondes avant qu'il fasse l'œdème pulmonaire massif, quasiment l'arrêt hypoxique. Il avait une fuite aortique massive, et vous voyez donc l'aorte dilatée, l'anévrisme, le flap ici, donc il n'y a pas de faux diagnostic positif là ici, il peut y en avoir des difficultés, mais là il n'y en a pas, d'accord. Et on comprend mieux pourquoi le patient avait une fuite aortique massive. Vous voyez que le flap vient gêner la fermeture des 2 sigmoïdes qu'on voit ici, et ça reste ouvert en diastole. Donc là, des éléments très importants, parce que là on sait que le chirurgien va a priori pouvoir garder la valve aortique qui n'est pas malade. L'insuffisance aortique était liée au retour du flap dans la valve aortique. Alors, voilà. Quelques exemples maintenant de l'utilisation de l'ETO pour finir. Je vous ai dit qu'on était au contact de l'oreillette gauche, donc il y a 2 éléments majeurs qu'on va pouvoir contrôler. C'est quand on recherche un thrombus dans l'auricule gauche, par exemple avant de faire un choc électrique externe. En transthoracique, on ne voit rien, et un transthoracique normal n'élimine absolument pas un thrombus dans l'auricule gauche, d'accord. Là, vous avez un exemple typique, une oreillette gauche ici, l'auricule qui est bien vu en 60 degrés, et vous avez un thrombus qui moule complètement l'auricule gauche. Pas question de faire le choc électrique, bien entendu. Et à droite, vous avez une patiente qui était à J10 à peu près, pour la faire très courte, d'un remplacement valvulaire mitral, avec une valve à double ailette. Elle est reprise pour médiastinite, et comme la dame était assez forte, on avait du mal en transe thoracique, mais la seule chose qu'on voyait en Doppler, c'est que le gradient transmitral augmentait un petit peu. On était à 8-10, et quand la patiente a été reprise pour sa médiastinite, on avait dit aux collègues anesthésistes qui étaient en bas au bloc, écoute, tu en profites, elle dort, tu lui fais avaler la sonde de Théo, c'est systématique, il faut que tu vérifies la prothèse. Eh bien, on voit que la prothèse, il y a une ailette qui s'ouvre, l'autre on la voit pas très bien, et surtout on voit très très bien 2 petites opacités posées sur le côté auriculaire de la prothèse. Elle avait une thrombose de prothèse, d'accord, en plus de la médiastinite. Donc systématiquement, c'est un genre de malade, ETO systématique. En transthoracique, on voyait pas très bien, et de toute façon, en transthoracique, on voit très très mal, puisqu'on arrive par ici, on voit très très mal le côté auriculaire, puisqu'on est gêné par la prothèse métallique. Donc, un malade qui va pas bien, qui a une prothèse mécanique mitrale, c'est une transœsophagienne systématique. Alors, on peut très bien analyser la cinétique segmentaire en transœsophagien également. Je rentre pas dans les détails. J'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé. Il me reste combien, 5 minutes? Un peu, ouais. Donc on voit très très bien, on peut analyser de façon très très fine la cinétique segmentaire en transœsophagien, d'accord, ce qu'on fait aussi en transthoracique quand les patients sont échogènes. Et là on voyait 2 situations aiguës en chirurgie cardiaque avec une akinésie en antérieur, une akinésie en inférieur, et à chaque fois on voit plus vite que sur l'électro ou sur le scope les troubles de cinétique segmentaire, avec des enseignements majeurs pour la prise en charge des patients. Ça, c'est de l'hémodynamique plus conventionnelle. Vous avez ici une dysfonction ventriculaire gauche majeure, homogène, d'accord. C'est sûr que si vous n'avez pas la connaissance de la fonction ventriculaire gauche du patient et que le malade se dégrasse, ça c'est facile à faire en transœsophagie, en transgastrique. Vous savez tous avoir ces images-là. Et là, on a évidemment une indication à mettre sous inotrope, d'accord. Alors qu'à droite, je veux dire, vous avez un patient qui peut être très mal sur le plan hémodynamique, qui aurait
un bas débit, des pressions de remplissage, si jamais vous aviez la vieille idée de mettre une Swan-Ganz, des pressions de remplissage élevées souvent, et pourtant, ce patient-là, si vous le mettez sous catécholamine, c'est une catastrophe. Ça, c'est ce qu'on connaît bien maintenant en sortie de CEC de chirurgie cardiaque après un remplacement valvulaire aortique pour une sténose aortique. C'est une cardiopathie hypertrophique, d'accord. Il faut surtout pas lui mettre des inotropes, vous risquez d'aggraver les choses et de déclencher un obstacle intradynamique, intra-VG. Donc surtout, il faut avoir l'échographie. Dès qu'on comprend pas une situation hémodynamique, il faut aller regarder comment fait le cœur, comment il se contracte. Et là, on a des réponses très simples à des questions très simples. Alors, hop, je vais passer juste pour vous montrer qu'on peut faire de l'hémodynamique un peu plus compliquée, entre guillemets, sans aller chercher à mesurer le débit cardiaque. On part d'une coupe transgastrique ici. On va aller... La première façon de faire, c'est on reste, on ne bouge pas, on part de cette coupe-là, on se met en 120 degrés et on va mettre le capteur de Doppler, de Doppler pulsé, ici, et on va avoir des vélocités au niveau de la chambre de chasse ventriculaire gauche, et on va pouvoir calculer l'ITV, l'intégral temps vitesse, qui est un reflet du volume d'éjection systolique. S'il est bas, avec les données hémodynamiques que vous avez sur l'échographie, vous allez soit remplir, soit mettre des inotropes, soit décider autre chose, et puis vous allez pouvoir recontrôler quelques minutes après. Il y a une autre façon de faire, c'est vous êtes en transgastrique, vous descendez un petit peu, vous avez une coupe qu'on appelle apicale, et là vous avez donc la pointe du ventricule gauche ici, vous avez la chambre de chasse aortique ici, et vous allez mettre le capteur de Doppler pulsé ici, et vous voyez qu'on obtient exactement la même chose, d'accord. D'un patient à l'autre, il faut essayer de garder la même coupe pour pouvoir comparer les choses, et on a des données hémodynamiques très précises. Un autre exemple où l'échographie de façon immédiate vous donne une réponse, alors que l'hémodynamique conventionnelle, laissait penser que, mais on savait pas. On endort une patiente qui avait une hypertension pulmonaire assez sévère sur une pathologie mitrale qui avait été craquée dans un premier temps. Elle avait une insuffisance mitrale post-craquage de son RM. Elle est prise 2-3 semaines après et on l'avait endormie. Elle était passée de 10 de pression systolique à 80-90. On n'avait pas l'impression de l'avoir dégradée de façon très importante. Quand on lui ponctionne pour la jugulaire pour lui mettre la Swan-Ganz, on voit un sang veineux qui était très noir et le KT montrait une HTAP isosystémique. Et quand on regarde maintenant, donc on lui avait glissé l'échographie très rapidement, ça prend 2 secondes sur une malade endormie, et bien qu'est-ce qu'on voit? Un VG qui fait très bien, sauf que le VD est très dilaté et vous avez une courbure complètement plate du septum qui témoigne d'une hypertension pulmonaire. On le savait déjà, d'accord? Et donc là, bien entendu, ça conforte le traitement que vous allez mettre immédiatement chez cette patiente. Un autre exemple où tout peut se passer bien, mais c'est une catastrophe à l'intérieur du cœur, et donc c'est pour ça qu'il faut en chirurgie cardiaque être très vigilant. Eh bien, c'était même malade, on sort de pompe, on lui avait mis 2-3 gammas d'obus pour le VD tranquillement, et puis, comme la sonde est en place, il faut la laisser jusqu'au bout, bien entendu. Et on allait sortir de pompe, vous êtes ici en transverse, en coupe 0, l'oreillette gauche est ici, et donc on est très bien placé pour voir la mitrale, le fonctionnement des 2 ailettes. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors qu'on est sorti de pompe, le chirurgien senior est parti depuis longtemps, il avait laissé fermer l'oreillette gauche tout content de lui, eh bien on voit que, sans être un prix Nobel d'échographie, vous voyez qu'il y a 2 ailettes, il y en a qu'une qui bouge. On avait transformé un RM qui était très serré avant, une IM, en un RM modérément serré, on est sorti de pompe sans aucun souci. Pas de TO égale pas de diagnostic, et diagnostic à J8 d'une ailette bloquée, et on aurait dit thrombose de prothèse, alors que là, il avait suffi de repartir en pompe, le chirurgien avait simplement un tout petit peu décalé l'axe de sa prothèse, et on était sorti sans souci. Donc systématiquement, le message est très simple, en tout cas pour ceux qui font de la chirurgie cardiaque, le plaidoyer c'est chirurgie cardiaque, même avec un très bon chirurgien, même quand c'est pas une plastie, d'accord, vous faites systématiquement en 2018 le TO avant, pendant et après la CEC. Voilà. Là, juste pour illustrer un cas en réanimation, un malade à J2 post-Bental, qui était très bien, qui était sortant. La veille au soir, on avait dit au réanimateur, celui-là, demain, il sort à la première heure. Et en fait, de sortie, il a failli sortir les pieds devant parce que à 8h moins quart, heureusement, avant que les blocs ne soient commencés, l'infirmière nous appelle, on allait commencer la transmission. Plus de son, plus d'image, mais vraiment plus de son, plus d'image, encore un peu d'électro, mais c'est tout. Et le patient totalement infaisable en transthoracique, d'accord, un peu obèse, BPCO,
Il a avalé la sonde, on l'avait même pas intubé, il a avalé la sonde comme ça, et qu'est-ce que vous voyez, aussi bien en transverse qu'en longitudinal? Eh bien, on devine, alors c'est des vieilles images, hein, vous voyez que c'est de la biplan, mais on voit ici la mitrale, l'oreillette gauche est ici, et le malade avait rompu, en fait, une bourse de l'oreillette, d'accord, et il avait saigné, donc épanchement, il est descendu au bloc immédiatement, bien entendu. Donc là, transthoracique qui donne pas la réponse, transœso immédiat. Voilà, comme je vous ai vu vous lever, je vais aller juste... Un autre cas de tamponnade péropératoire diagnostiqué par le transœsophagien. Là, on n'avait pas le transœso. Mise en place d'une endoprothèse aortique, tout se passe bien au début, et puis à peu près au bout d'une heure de procédure, le collègue est face à une dégradation hémodynamique, mais vraiment importante, qui perdure, ça s'améliore, ça recommence. Il met la sonde écho-transœsophagienne, et là, qu'est-ce qu'il voit? Alors, c'est pas en clip, mais en transgastrique, vous voyez un VG là aussi très très épais, c'est un malade hypertendu, d'accord. Quand il pousse la sonde un petit peu plus loin, il y avait un volumineux épanchement, et en fait, un des guides qu'ils avaient remonté avait transpercé la paroi du ventricule gauche, et le malade avait tamponné. Et ça, c'est décrit dans la littérature, on avait retrouvé un cas. Donc, toute situation hémodynamique au bloc opératoire que vous comprenez pas, surtout si la procédure peut expliquer quelque chose, d'accord, il faut le voir et il faut absolument faire l'échographie. Voilà. Et puis, dernière chose, une image que j'aime bien, c'est un contrôle de prothèse qui était bien à 11h19, d'accord. On m'appelle pour vérifier que tout allait bien parce que la valve aortique, il y avait une discussion sur le type de valve à mettre. Vous voyez que là, la bioprothèse est parfaite, elle est en place, tout va bien. Ça, c'était l'enregistrement juste avant du collègue, et il me dit, bon, revérifie. Donc moi, on me demande de revérifier, donc je vais revérifier. Et je dis toujours, il faut enregistrer. Là, j'ai pas pu enregistrer, j'avais pas d'image. Et quand j'ai changé de plan, j'ai compris pourquoi j'avais pas d'image. 2 minutes après, la prothèse, vous voyez, elle était là sur l'image précédente. Elle a migré, et voilà. Alors, c'est sûr que 3 minutes après, il aurait fallu faire le diagnostic sur le plan hémodynamique, parce que le chirurgien s'est relavé les mains très très vite. Donc le message là aussi, quand vous êtes au bloc et quand tout peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre, la sonde vous la mettez avant, vous contrôlez tout avant. J'ai passé quelques images parce que c'est pas la chirurgie cardiaque, mais il faut la laisser jusqu'à la fermeture parce que tout peut arriver. Voilà, j'en ai fini. Donc c'est pas pour opposer le transthoracique et le transœsophagien. Il est évident que le transœsophagien, pour nous anesthésistes réanimateurs, dans pas mal de situations, c'est un plus, c'est complémentaire, d'accord. C'est indispensable au bloc en salle de cathé, c'est indispensable totalement en chirurgie cardiaque, et moi je pense que et d'ailleurs c'est dans les recommandations, c'est du grade 1. Diagnostic des états de choc, vous commencez par le transthoracique. Si vous n'avez pas la réponse, c'est le transœsophagien, d'accord. Et puis, il y a des situations, je ne vais pas revenir dessus, des situations diagnostiques pour lesquelles le transœsophagien fait bien mieux que le transthoracique. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup Yvan pour ce beau topo. On va peut-être le temps que les questions se mettent en place, démystifier un peu les choses pour ceux qui font pas de chirurgie cardiaque. Donc il y a 2 choses importantes que tu as bien dites. C'est d'abord primum non nocere, donc faut respecter les contre-indications. Mais si on respecte les contre-indications, il faut pas hésiter, je pense. Et nous là, dans la salle, ça va nous concerner quand il y a un état de choc au bloc qu'on comprend pas trop. Donc ça fait partie des recommandations. État de choc en péropératoire qu'on comprend pas, mettez une sonde d'ETO. Donc démystifier les choses, c'est plus facile d'avoir des belles images qu'en ETT. Donc vous rentrez un petit peu à 20 cm, vous allez voir une espèce de coupe 4 cavités, et juste visuellement, déjà si vous n'êtes pas un pro en ETO, sans même tourner l'angle de la sonde d'ETO, vous pouvez regarder si le ventricule gauche se contracte bien, et si le ventricule droit est dilaté. Et vous poussez encore de 10 ou 20 cm, vous allez avoir la coupe transgastrique, et cette coupe transgastrique, vous aurez la rondelle de saucisson, et donc du cœur, du VG, et vous verrez s'il y a un septum paradoxal, donc un cœur droit, une embolie pulmonaire ou une défaillance cardiaque droite, et s'il y a une exclusion systolique du ventricule gauche, comme tu nous l'as bien montré, c'est-à-dire une hypovolémie, un état de choc hypovolémique. Donc même si on n'est pas très bon, on peut déjà avoir des informations juste visuellement en cas d'état de choc en péropératoire, voilà, pour ceux qui ne sont pas des experts. Si vous faites des images, surtout si vous êtes au début de l'expérience, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément très bien formé, enregistrez.
C'est fondamental, 1, sur le plan médico-légal, 2, pour remontrer les images, se faire aider, et 3, parce que c'est des situations qui sont éminemment, je veux dire, évolutives, donc il faut pouvoir comparer. À un moment donné, vous avez fait l'intervention thérapeutique, vous regardez, ça se contracte mieux, mais ça se contracte mieux, encore faut-il pouvoir comparer. Et c'est pareil si vous avez des situations où, par exemple, vous avez un hémopéricarde, une situation, une procédure percutanée, au départ, le malade se dégrade, il y a une lame d'épanchement péricardique, vous enregistrez surtout. Parce que si une demi-heure après, le malade tamponne, il faut que vous puissiez montrer que, quand vous avez fait une demi-heure avant, il n'y avait rien, ou quasiment rien. C'est fondamental d'enregistrer, garder les images. Alors pour aller dans le sens de la démystification, on a nous un exemple récent sur une pathologie que tu n'as pas présentée, mais qui est aussi, c'est pour l'embolie gazeuse. Et ça concerne, c'était pendant une célioscopie où le patient, la capno a chuté brutalement avec une hypotension. On a glissé la sonde de Théo, on a vu l'embolie gazeuse et on a vérifié qu'il n'y avait pas de patent foramen ovale également. Et ça en 3 minutes, quoi. Hein. Donc même nous qui n'avons pas une expérience de réanimation très importante, et on a pu rapidement poser un diagnostic avec ça, quoi. Il y a un transfert, vous savez tous faire de l'échographie pour la LR, il y a un transfert qui se fait dans les différents types d'échographie, donc vous allez apprendre plus vite, et encore une fois, on a des plus belles images et des images plus faciles en ETO qu'en ETT. Mais il faut juste faire attention aux contre-indications.